Parlons un petit peu des Dallas Mavericks après cette année cauchemar entre le trade de Luka Doncic, l'arrivée d'Anthony Davis, le nombre de blessures incalculables, l'arrivée finalement lors de la draft du numéro 1 le number one pick Cooper Flag. Il est là, il est arrivé, il joue même meneur de jeu. Il y a plein de questions qu'on va se poser, Erwan, pour un cycle de win now. C'est exactement ce qu'on a compris chez les Dallas Mavericks. Commençons par ça, Erwan. C'est très dur à se projeter sur cette saison des Mavs. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du matos, c'est qu'il y a du talent. Alors là, on sort de certainement l'année la plus folle de l'histoire des Mavs. Vraiment, il y a eu des années très basses. Quand j'ai commencé à suivre la NBA, les Mavs, c'était vraiment une équipe plus proche de la N2 Pool D que de la NBA. Ensuite, il y a eu les années Nowitzki, mais Luka est arrivé, mais c'est vrai que l'année dernière, entre le bon début de les finales, même il y a un peu plus d'un an, le début de saison l'année dernière, le trade de Luka qui tombe de nulle part, l'arrivée d'Anthony Davis, où on se dit, oh, pourquoi pas, ça dure 3/4 temps, les blessures à cascade, et finalement tu retombes sur tes pattes malgré tout, avec le premier choix de la draft, tu avais un pourcentage infime de l'avoir, ça fait beaucoup de choses à digérer. Entre-temps, Kyrie s'est aussi pété le tendon d'Achille. Il n'empêche que sur la ligne de départ de cette saison, il y a, je trouve, et on l'a dit beaucoup ici, embouteillage un petit peu sur le front de court. Il va y avoir des choix à faire. Il y a déjà des choix qui ont été faits notamment autour du rôle de Cooper Flag. Il n'empêche que cette équipe, elle est excitante et cette équipe, elle doit viser pour moi le top 6 de cette conférence Ouest. Ça ne sera pas facile parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais quand on prend l'expérience de Jason Kidd en tant que coach et le nombre de joueurs, les noms ronflants sur le paplard, bon, on doit être ambitieux pour ces Mavs. Et ils seront ambitieux, ça, je n'ai aucun doute. Avant de rentrer dans ce qui s'est passé l'année dernière, même si on a déjà un petit peu parlé, et puis de se projeter sur Cooper Flag, Anthony Davis, ainsi que sur les ambitions des Mavs, je vous propose de nous arrêter un instant. Puisque la semaine dernière est sortie notre nouvelle émission, Offense. Vendredi dernier, pour la première fois, vous avez découvert de nouveaux visages sur First Team, sur la chaîne secondaire Offense. Eh bien, je sais que vous avez été très nombreux à regarder déjà, donc merci. Beaucoup de retours quant à cette question. Léo Messi est-il le plus grand sportif de tous les temps? C'était évidemment une première question pour ouvrir le débat. Eh bien, écoute, j'ai tenté d'y répondre dans l'émission, on met un petit extrait, et ensuite on revient au plateau. Quand tu as une candidature pour être le GOAT, parmi les GOATs, forcément, tu prends tout ce qu'il y a. Donc, Jordan, contrairement à d'autres, il remplit absolument tous les critères. Donc, en tant que joueur, domination sans partage. Puis ensuite, en termes de transmission culturelle, au-delà même de parler de la marque, il a complètement dépassé son sport. Il a amené son sport à un endroit dans lequel il n'avait jamais été avant lui. Tu rajoutes à ça donc la marque. Il est rentré dans le quotidien des gens par le biais des vêtements, par le biais des chaussures. Il n'y a aucun gars qui a permis à des jeunes Français du Beaujolais comme Tom Saravino de porter une chaussette ou un slip avec écrit Jordan, donc Michael Jordan. Et ça, c'est un exploit en fait qui... C'est le nom de son frère, hein, c'est pour ça. C'est le prénom de son frère. Ça, Michael Jordan. Les deux. Junior derrière. Alors dans le Beaujolais, on portait pas beaucoup de Jordan, on portait surtout des Hélices, les chaussures avec roulettes, tu faisais bonne impression au lycée quand tu les avais, et les chaussures Puma Ferrari là, dégueulasses. Notre nouvelle émission donc autour du sport et en se marrant énormément, Erwan, on est ravis, on a beaucoup bossé, c'est évidemment l'épisode 1. L'épisode 2 sortira dès la semaine prochaine avec tous les petits retours que vous nous avez faits. Le but évidemment c'est de rester très longtemps et de toujours améliorer autant qu'on puisse l'édito, la technique. Donc n'hésitez surtout pas à nous dire bravo si vous avez aimé et nous faire des petits retours plus précis sur d'autres choses si vous en avez besoin. Et je sais que vous êtes très nombreux qui avez au moins une quarantaine d'années en carrière en télé. Donc merci à vous tous pour vos retours. Beaucoup de réal dans l'audience First Team. C'est pour ça qu'on les aime. Mais oui, c'est fantastique. Disponible sur donc la chaîne Offense, l'émission. Revenons à Dallas. Maintenant, on va continuer à parler des Mavs et on va continuer à en parler avec ce qu'il s'est passé lors de l'intersaison. Et déjà, ce qui s'est passé l'année dernière, même si on en a déjà parlé, quelques chiffres que Tom Saravino nous a concocté. Vous savez que maintenant Tom est une star et donc s'il n'y a pas un tableau qui passe, là, il m'en veut énormément et je me fais disputer dans l'oreillette. L'année dernière, donc, avec leurs 39 victoires, la défaite en play-in face aux Grizzlies avaient gagné leur premier match pour aller essayer d'aller chercher de chipper la 8e place. Des stats, donc 113 points inscrits, 115 points encaissés, 18e attaque, 20e défense. Ils sont dans le ventre mou de la conférence Ouest, mais en même temps, quelle saison difficile, beaucoup de blessures, de changements. Ça a été clairement on va dire, une saison de transition pour la suite. Eh oui. Bon, c'est ça. Encore une fois, c'est dur. À partir du moment où tu fais ce choix de transférer Luka Doncic pour Anthony Davis, pour avoir une équipe beaucoup plus défensive, axée sur un secteur intérieur très fort, et qu'Anthony Davis se pète au bout de 3/4 temps, que Kyrie Irving se pète aussi après, okay, on peut
ça reste un choix complètement fou et ça restera dans l'histoire comme l'un des choix de GM le plus fou, j'allais dire le plus fou. Bon, maintenant tout ça c'est du passé. C'est bien, on peut ressasser, on fera des émissions peut-être dans 10 ans pour fêter. Ah, mais je serais le premier pour dire. Quand Lucas sera champion 3 fois et que Anthony Davis blessé. Dans 10 ans, on fera des histoires en disant oui, on l'a vécu, c'était incroyable. Maintenant, il n'empêche que c'est un passé proche, mais c'est du passé. Il faut que cette franchise arrive à enclencher maintenant l'après Lucas, ce qui pour moi, ils n'ont toujours pas fait. Mais ils ont des éléments pour le faire, notamment autour de Cooper Flag. Alors regardons ce qui s'est passé lors de l'intersaison et les changements en termes de roster. Regardons les départs. Déjà, Spencer Dinwiddie est parti à Charlotte. Coupé. Olivier. Charlotte, il s'est refait couper à Charlotte, ouais. J'ai dit quoi? Non, je précisais que Charlotte avait coupé aussi. Ouais, c'est ce que j'ai dit, non? Autant pour moi, il est parti à Charlotte, il s'est fait couper, c'est ce que j'ai dit. Il peut dépanner un peu. Pardon? Il peut dépanner. Il va revenir à Dallas, on connaît l'histoire. Olivier Maxence Prosper, avec qui on avait beaucoup d'espoir c'était il y a 1 an seulement. Il s'est fait cut sale, le Québécois. Et on a pu en parler avec Maktar Ndiaye qui bosse avec les Mavs, qui est un scout pour les Mavs autour du monde. Maktar qui a joué en France, qu'on connaît bien, le Sénégalais, et qui nous confiait que bon, il y avait une forme de logique parce qu'ils avaient été très déçus un petit peu des progrès, de la progression en tout cas de Prosper. Donc quand tu vas pas au bout de ton contrat rookie comme ça, c'est jamais bon signe. Il est atterri à Memphis depuis. Regardons les arrivées du coup de nos amis là, donc Cooper Flag bien sûr, et D'Angelo Russell arrive pour occuper le poste d'abord le titulaire en termes de meneur et finalement en cours de pré-saison, on va y revenir, il est allé sur le banc. Les prolongations, il y a eu de la caillasse envoyée côté Mavs. Kyrie Irving a prolongé pour 119 millions sur 3 ans. PJ Washington 90 millions sur 4 ans. Daniel Gafford 60 millions sur 3 ans. Dante Exum est revenu et Dwight Powell est là depuis 2014 de mémoire, ça fait 11 ans qu'il est chez les Mavs. Ça, c'est incroyable. C'est l'un des joueurs, je crois que c'est le 2e joueur après Steph Curry à être dans sa franchise depuis le plus longtemps. Dites-moi dans le chat s'il n'y a pas un autre mec qui est là depuis le plus longtemps. C'est fou. Ça va devenir le Haslem des Mavs. Hein. Bah j'espère. Maintenant, on en est là. Ah bah là alors, on se rappelle qu'il n'a pas commencé sa carrière à Dallas. Ouais, c'est vrai. Ou le Nick Collison. Ah ouais, un peu. Mais pareil. Pareil, là. Voilà. C'est le petit truc. Il a commencé sa carrière. C'était à Boston de mémoire? Oh, j'ai un doute. Il était où? Je vais te dire ça tout de suite. Mais en tout cas, il est là depuis 2014. Dwight Powell, il a été prolongé une nouvelle année. Encore une fois, Nico Harrison qui annonce Win Now, il faut quand même mettre des gens en confiance, leur dire t'es là pour... on a une fenêtre de 2-3 ans. Donc pour dire à des mecs qu'ils ont des fenêtres de 2-3 saisons, il faut leur garantir des contrats. C'est ce qu'ils ont fait avec des joueurs majeurs, avec un secteur intérieur fourni. Et je pense qu'aussi... Et d'ici cette saison ou peut-être l'année prochaine, ils ont aussi la main pour faire quelques transferts. Je le dis et je le redis, ils sont très fournis sur le poste 5. Alors c'est important, mais bon, il faudra certainement bouger à un moment donné. Mais je suis curieux de voir comment ça va se passer. Yanis, évidemment, drafté en 2013 par les Bucks. On avance du coup avec la suite et le roster, parce qu'Erwan parlait on a l'impression d'être sur le périph' le soir à 19h et qu'il y a du monde. Il y a du monde dans les ailes et à l'intérieur. Et pour cause, D'Angelo Russell, on l'a mis dans le 5 majeur, on l'a laissé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Klay Thompson, Cooper Flag, Anthony Davis et Derek Lively. Voilà, c'est le 5 théorique. Mais on a vu, c'est lors de la pré-saison, que Cooper Flag était reparti sur le poste de meneur, et PJ Washington jouait poste 3. Brandon Williams, Dennis Smith Jr. Is back in Dallas. Jaden Hardy, Dante Exum, le frère Nembhard, et là Max Christie qu'on a vu avec les Lakers, Najee Marshall qui s'est transformé en Paul George en fin d'année est présent, Caleb Martin, Jeremy Robinson Earl, et à l'intérieur Daniel Gafford, Dwight Powell et Moussa Cissé, je crois, qui a été prolongé. Il y a du monde, Erwan. Alors, l'embouteillage, est-ce que ça peut vraiment être un frein à cette saison? L'embouteillage ne me gêne pas, la profondeur ne me gêne pas, c'est la cohérence de cette équipe-là. Tu vois, là, c'est le 5, tu l'as dit, théorique. On a vu finalement que sur les derniers matchs de prépa, il y a eu un jeu de chaise musicale, que PJ Washington, qui est un poste 4 plus naturel, est décalé sur un poste 3. Il peut le faire, c'est pas son meilleur poste. Et que Cooper Flag, qui est pour moi un poste 4 all-around, qui va créer pour les autres, est décalé sur un poste de meneur. Alors très bien pour créer pour les autres, on l'a vu, entre l'alternance entre jouer pour lui, jouer pour les autres, il sait le faire. Il a plutôt bien assuré sur ce rôle-là sur les matchs de prépa. Maintenant, toute une saison sur ce rôle-là, j'ai des doutes. Et encore une fois, on met des joueurs pour que tout rentre un peu dans les cases. On met des joueurs qui ne sont pas sur leur position favorite. Et ça m'interroge. On rappelle que Kyrie va revenir en 2026 et devrait occuper le poste de meneur, même si c'est un combo sans souci. On imagine que s'il revient bien, malgré l'âge, il sera réintégré au 5 majeur. Donc c'est peut-être aussi le test des Kyrie ne reviendra pas avant janvier. Ouais, avant janvier, mais en vrai, ça va arriver vite.
Ça va vite, il y a 3 mois. Il y a 2 mois et demi. Ouais, 2 mois et demi, c'est ce que je te dis, ça va vite. Le but, c'est d'être prêt et dans la meilleure forme possible au printemps. Alors, on s'arrête un petit peu sur Cooper Flag parce que tout le monde parle que de lui. Il a vraiment impressionné lors de cette pré-saison. On voit qu'il est déjà prêt. On rappelle qu'il a que 18 ans. C'est quand même une sacrée dinguerie. Je disais dans Clutch il y a quelques jours que moi, ça me faisait penser à la première saison de LeBron. C'est-à-dire que LeBron a, bien sûr, a joué 3 tout au long de sa vie, puis a même été décalé sur le poste 4. Mais lors de sa saison rookie, il est meneur de jeu. Il est meneur de jeu et on le voit être bon en termes de meneur de jeu avant d'être décalé. Est-ce que Cooper Flag, sans comparer vraiment les deux profils, ils sont différents, est-ce que ça peut pas être aussi un apprentissage un peu grand V quand on imagine le talent qu'il a? Moi, j'ai la sensation qu'il est capable de donner de bonnes minutes comme ça. Non, t'as raison, c'est un bon exemple, LeBron avec les Cavs, même si la comparaison, elle s'arrête assez rapidement. LeBron avait une équipe dramatique. Tout à fait, c'est vrai. Et LeBron, il était drafté en lui disant, vas-y, c'est le numéro 1, vas-y, fais ce que t'as envie, de toute façon, la franchise t'appartient déjà. Cooper Flag, c'est pas la même chose. Il y a quand même des mecs à côté de lui. Il y a Klay Thompson qui a 4 titres NBA. Il y a Anthony Davis qui rêve d'en gagner un, qui est un joueur quand même All-Star. Il y a des mecs déjà installé dans cette ligue à qui il va falloir donner des ballons. Donc Cooper Flag, il va se retrouver sur un rôle de meneur de jeu. Il va pas avoir complètement carte blanche. Alors il y a la lecture de dire c'est bien pour apprendre quelque part parce que être meneur de jeu quand tu es un rookie comme ça, pour apprendre c'est dur de faire mieux dans la compréhension du jeu, dans ce que veulent les autres, même si peut-être plus tard tu vas le décaler sur son poste plus naturel. Et d'un autre côté, tu le mets aussi dans la difficulté parce que les meneurs de 2025-2026, c'est petit, ça va vite et on va voir comment est-ce qu'il va avoir des formes de jeu pour aller punir avec sa taille, ou est-ce qu'il va souffrir défensivement, ou il va être décalé, je sais pas, défensivement ils vont peut-être le décaler, mais on l'a vu, c'est un 5 très grand aussi, donc tu vas décaler pour avoir qui? Non, mais en tout cas, si on parle défensivement, moi, là, je me projette d'une manière assez simple. Pour moi, PJ Washington est leur meilleur défenseur et va défendre sur les meneurs, sachant que Cooper Flag est déjà un très fort défenseur, très bon intercepteur, super contreur, très beau physique. Maintenant, de là à le faire défendre sur les meneurs, ce serait un peu étonnant. Mais PJ Washington, pour le coup, on l'a vu en playoff, de le run de playoff, défendre sur les meilleurs arrières adverses. On l'a vu notamment avec James Harden, se file une belle guerre dans le run de playoff, mais voilà, après, encore une fois, mais il a l'air d'apprendre très vite, il a l'air de comprendre le jeu déjà, mais ça, on n'apprend rien. Donc, en fait, je suis curieux. J'ai pas envie de dire oui, j'avais dit non dans Clutch, j'ai pas envie de dire non plus complètement. Les matchs de pré-saison, alors ça vaut ce que ça vaut, Oui. Mais ça te donne quand même des bribes de il est capable de. Voilà, si ça s'était passé de manière cata, genre Jeremy Sohan, c'était en saison régulière pour Jeremy Sohan à l'époque. On s'est tout de suite dit, non, il peut pas jouer meneur. Lui, c'est quand même un autre talent, il est bien meilleur sur tous les aspects d'un basketteur. Donc ça vaut le coup en tout cas de commencer les premières semaines, de voir comment ça se passe. De toute façon, je le disais tout à l'heure, une saison c'est long. Si ça marche pas, dans 3 semaines, D'Angelo Russell il va revenir dans le 5 majeur et tu auras un 5 plus équilibré si les résultats ne suivent pas. Mais tu sais, Tom, au sortir de la saison dernière, j'ai l'impression quand même que à Dallas, l'équilibre dans les bureaux, dans la franchise est très très instable. C'est vrai que ça peut vite partir en couille. Ça veut dire que si tu commences avec Cooper Flag, que ça marche pas très bien, qu'il y a une blessure qui vient se rajouter et que tu commences à enchaîner quelques défaites avec la concurrence de la conférence Ouest et que tu te retrouves très vite dans des zones un petit peu floues, 9, 10, 11e, 12e, tu vois, ça peut vite devenir un peu irrespirable Dallas, parce que je pense que ça soit les gens dans les bureaux, les attentes des propriétaires et les fans, même si l'équipe elle a de la gueule, je pense qu'ils sont tous là comme ça, les fans, à dire vous manquez pas cette année les gars, parce qu'on va pas vivre 2 saisons comme ça. Donc attention. Dernière question sur Cooper Flag, je vous l'ai mis d'ailleurs dans les différents chats. Pour toi, c'est le rookie de l'année sûr pour 2026? Non, c'est pas le rookie sûr. Sur le talent, pour moi, il n'y a pas photo. C'est pour ça qu'il a été drafté numéro 1 et qu'on sait que depuis 2 ans que ça va être lui, voire plus. Mais c'est la particularité de Cooper Flag, c'est qu'il arrive dans une équipe compétitive où Kyrie va revenir, il va prendre des ballons, où il y a Anthony Davis, et puis même Klay Thompson. Alors, même si c'est plus le Klay Thompson des Warriors, mais il faut quand même lui filer des gonfles. PJ Washington, c'est un mec à qui il faut des ballons. À l'intérieur, Gafford et Lively, il leur faut des ballons aussi. Donc, il va pas pouvoir faire des soirées à 18, 20, 25 tirs tous les soirs. Alors, comment on se projette sur lui alors? C'est quoi ton truc? Parce que moi, je vous le dis très honnêtement, je le vois très fort dès le début. Pour moi, c'est un ovni. Fort. Il est pas loin de 20 points par match. Il a 7 rebonds. Il est à 5 passes. Parce qu'il crée plein d'autres. Là, tu me décris une première option de l'équipe. Non, parce que ce sera la première option dans la création. Ce sera le 2e meilleur scoreur de l'équipe. D'accord.
Voilà, parce que je pense quand même, bon, j'inventerai en disant ça, qu'Anthony Davis est le meilleur joueur et que c'est plus Anthony Davis a des balles sur des lobes en ISO ou sur du pick and pop, mieux l'équipe sera. Voilà, donc j'inventerai en disant ça. Mais pour moi, Cooper Flag, c'est vraiment déjà un super joueur, malgré son âge. En fait, physiquement, il est déjà au niveau. Donc qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de vraiment performer? Le rythme des matchs, ce genre de choses. Tu vois, il faut quand même digérer une saison de rookie, mais je le vois déjà fort, déjà très équipé aussi mentalement. Et l'acceptation aussi des autres, des mecs un peu plus vétérans que lui, dire attends, il y a un rookie en fait. Mais quand t'es meilleur, tout le monde a accepté. Tu vois, enfin, tout le monde accepte quand t'es meilleur. Moi, c'est ce qu'on dit toujours. Quand il y a un gars, il est sur le terrain, il est meilleur, naturellement, il a la balle. Je suis pas d'accord. Tout le monde accepte quand tu gagnes. Alors ça, c'est vrai. Et les résultats collectifs vont être une denrée très importante pour cette saison. Après, dès le début. Je te rejoins évidemment sur le talent supérieur et les gens l'ont vu certainement à l'entraînement plus que nous. Mais tout le monde accepte qu'un gamin soit meneur, on lui laisse un peu plus carte blanche que les autres quand tu gagnes surtout. Encore une fois, s'il est arrivé à Brooklyn, fais ce que tu veux, shoot du milieu de terrain 3 fois d'affilée, on te dira c'est un bon choix mon grand. Mais là c'est différent. Est-ce qu'on a des souvenirs de numéro 1 de draft comme ça qui arrivent dans des équipes où il y a déjà beaucoup d'ambition? Alors des numéros 1 de draft non, mais moi j'en ai par contre. Je pense à Jason Tatum quand il arrive, il aurait 3e choix de draft, il arrive à Boston, ils sont en finale de conf l'année d'avant, ça n'empêche pas d'être le meilleur joueur très rapidement. Tu vois, et pourtant c'est l'année où Kyrie arrive aussi. Et Kyrie, on se souvient de tout ce qui s'est passé. Aussi un peu, ouais. Il y a eu des blessures, mais ils vont en finale de conf, il y a le dunk sur le banc. Jason Tatum, ça arrive. Et on est dans des profils d'ailiers. Et ça change énormément des ailiers qui sont déjà très matures, qui ont la technique très aboutie. C'est pas des grands où on dit il faut du temps pour qu'ils s'adaptent. C'est pas des meneurs il y a des mecs en surpression tout le temps. C'est un peu autre chose. Donc intéressant en tout cas de voir les premiers pas de Cooper Flag. Honnêtement, il y a beaucoup de hype autour de lui et c'est 100% mérité. Normal. 100% mérité. Un petit mot sur Anthony Davis parce que tout à l'heure on va parler d'Orlando. Il y a toujours le point d'interrogation des blessures. C'est la même chose pour Anthony Davis. Est-ce qu'Anthony Davis va encore chier dans la colle avec ses histoires de blessures? Dur. En fait, avant qu'il arrive à Dallas, il était sur une saison monumentale du côté des Lakers. Il était très très bon, Anthony Davis. Il arrive à Dallas, les 3 premiers cartons qu'il fait, il est très bon. Il sortait même de 2 saisons, il me semble, avec les Lakers, où il avait réduit en tout cas les périodes de blessures. Donc il y avait beaucoup de mieux. Mais j'ai l'impression que ce garçon se blesse aussi et son transfert à Dallas me conforte dans cette idée-là. Il est peut-être fragile physiquement aussi, mais j'ai l'impression que tout est lié aussi à la tête et à des environnements. Je pense que ça a été un choc pour lui aussi d'être drafté, d'être tradé. Oui. Et la preuve en est, c'est qu'il se pète derrière. Il se pète pas, il se fait pas une petite cheville. Il s'est pété pour 1 mois et demi, 2 mois. Donc à voir aussi ce garçon, comment là-haut, il est équipé. Est-ce qu'il va vouloir se dire, je veux être le plus efficace possible, être sur un poste 5 et dominer comme il sait le faire, ou est-ce qu'il va encore partir dans des lubies de vouloir jouer poste 4 et donner des migraines à son coach? Parce que si Anthony Davis, je veux jouer poste 4, alors, mais là, il faut qu'il joue poste 4. Ils ont Daniel Gafford et Derek Lively. C'est-à-dire que si Anthony Davis, tu le mets poste 5, il y a quand même 2 mecs qui sont titulaires de NBA à 20 millions de la saison pour Gafford et un gars qui a un vrai potentiel. En fait, c'est juste du gâchis. Et c'est là que l'histoire de l'embouteillage à l'intérieur devient intéressant. Moi, je crois qu'ils doivent jouer grand. Alors, pour petite parenthèse, on a vu il y a quelques minutes, quelques heures, le 5 majeur des Houston Rockets pour leur premier match. Ils ont donc décidé de jouer très grand. Soit qu'elles étaient tombées, les tours jumelles, moi. Incroyable. Amen Thompson, Kevin Durant en 2, Jabari Smith en 3, Şengün et Steven Adams. Donc il y a une autre équipe qui est en plus juste à côté de Dallas qui a décidé de jouer grand. Moi je crois qu'ils doivent accepter et épouser ce truc de dire on va jouer très très grand, on va voir comment ça se passe et si on doit changer, là on pourra faire des trades. Mais moi je crois qu'Anthony Davis il doit jouer 4 à mort, que 4 et il doit performer en 4. Que 4, ça veut dire que donc il y aura des miettes derrière pour la doublure sur un poste 4, que ça serait PJ Washington qui prendrait ces minutes-là. Cooper Flag va pas jouer meneur tout le temps. Oh, je demande à voir. J'entends ce que tu dis, je demande à voir. Et puis, moi, Anthony Davis sur un poste 4, on sait très bien qu'il est plus efficace sur un poste 5. Un poste 5 qui fait plein de choses, qui peut aussi s'écarter. Mais Anthony Davis, on l'a vu de nos propres yeux, poste 4, avec une attitude dramatique où le problème, c'était même plus son poste, c'était son attitude. Mais quand même, quand ce garçon-là, dans le basket moderne, joue poste 5 sur de la course, sur du pop, sur du short roll, sur du ballon dans les airs, c'est quand même une brave galère. Et même sur ses match-up, il pose plus de problèmes à des postes 5 qu'à des postes 4. Donc on sacrifie les 2 autres ou l'un des 2 autres. Très compliqué, mais c'est pour ça que ma théorie depuis le début, c'est qu'ils vont certainement partir comme ça, mais qu'ils vont avoir des assets pour à un moment donné monter un trade pour rééquilibrer un petit peu cette équipe. Jouer grand, oui, mais il faut que tout le monde puisse jouer.
les premiers résultats vont donner aussi le là pour la saison. Évidemment. Si ça marche comme ça. Pareil, tu commences à 1-9, au bout d'un moment. D'ailleurs, tu vois, dans la série sur Netflix, là, j'avais complètement oublié que les Suns l'année dernière, ils ont commencé avec 8 victoires, 9 matchs au tout début, avec un KD qui est MVP et tout. Hein. Complètement zappé. Bon, l'avantage, c'est qu'après, je crois qu'ils ont perdu 14 de leurs 20 matchs suivants. Ça aide à oublier les bons débuts de saison. Ça, c'est clair. 8-1. Non, mais incroyable. Mais ce sera en tout cas passionnant de voir les premiers moments là d'Anthony Davis. Est-ce qu'on peut remettre, s'il te plaît, les 5 majeurs et le roster, Tom et Léo, là, s'il vous plaît, en régie, pour qu'on puisse continuer à se projeter sur cette équipe de Dallas. Là, en l'état, alors, ils vont être grands, ils vont être forts en défense. Il y a Klay Thompson qui est là. Ça manque quand même un petit peu de shooter naturel. Max Christie, qu'on a vu être bon. Najee Marshall, je le disais tout à l'heure pour rigoler, mais honnêtement, il a été magnifique dans la fin de saison, là, où c'était plus compliqué. Ça manque aussi un petit peu de shooter, voilà, exclusif, j'ai envie de te dire. Jaden Hardy peut en mettre, mais c'est un combo, c'est des mecs dans des bons soirs, c'est très inégal. Le pur shooter, c'est Klay Thompson. On sait que PJ Washington dans les corners peut être très fiable, mais c'est dans des spots de jeu très définis. PJ Washington est le deuxième meilleur shooter le plus naturel de ce... Mais D'Angelo Russell, c'est dans le tirs. Je veux dire, ça reste le deuxième meilleur shooter. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est... Ouais, si tu veux. Enfin, je veux dire, naturellement, c'est le deuxième meilleur shooter. Et quand Kyrie va revenir, ils seront là. Mais il n'empêche que ça manque peut-être autour de mecs qui soient dédiés au shooting. Ça, c'est l'une des questions que je vais me poser. Parce que quand tu joues très très grand, forcément, le spacing se fait un petit peu plus rare. Donc, rien que de les voir jouer au basket, ça va être passionnant sur les premiers instants quand je vois cette équipe. Hein. Tu vois, vraiment, genre, je m'assois, je fais OK. Mais comme pour Houston, on en parlait tout à l'heure, OK, va falloir jouer un peu comme des années 90. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espace dans la raquette. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont ultra fiables pour shooter externe. Bon, les autres, ils ont Kevin Durant et Jabari Smith Jr. Là, ils ont Klay Thompson. Voilà, en l'état, pour être très très fort à l'opposé. Moi, j'ai envie de donner un peu de crédit sur l'adresse externe, tu l'as compris, à PJ Washington. D'Angelo Russell est capable d'en mettre, de sanctionner des pick and roll aussi. Mais oui, je te dis, moi, pour l'instant, alors, sur le papier, ça m'excite, mais quand je me projette sur le terrain, je trouve qu'il y a beaucoup je vois beaucoup d'embouteillages. Je vois beaucoup d'embouteillages et je suis curieux de voir les premiers choix forts de Jason Kidd parce qu'il n'y aura pas à manger pour tout le monde. Il n'y aura pas à manger pour tout le monde et forcément, il y a des mecs qui vont faire la gueule. L'année dernière, PJ Washington, 57 matchs, il est à 38% à 3 points avec plus de 4 tentatives. Donc, c'est ce qu'on appelle un shooter fiable en NBA pour 14,7 points. Tu as commencé à parler de Jason Kidd, je vais le coupler avec Nico Harrison, forcément, persona non grata chez les Mavs, chez les fans des Mavs. Il a été prolongé l'année dernière, Jason Kidd. On sent qu'il y a une vraie volonté d'aller sur le long terme, sur les prochaines années. Il y a Frank Vogel qui a rejoint son staff pendant cet été. Nico Harrison. Et ce qui va être intéressant, c'est par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'embouteillage. Ils ont des assets, ça y a aucun doute. Tous les mecs qui ont été prolongés vont devoir attendre le 15 janvier pour être traités. 15 décembre, c'est les arrivées en free agent et 15 janvier, je crois, les prolongations. Voilà. Si ça se marche dessus, si les résultats sont so-so, je vais attendre de Nico Harrison qu'il soit capable de nous remonter un trade comme il l'a fait il y a 2 ans. Comme il l'a fait il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, oui. Ah, 2 ans, en attirant PJ Washington. Voilà, il fait un vrai bon trade avec Gafford et PJ Washington. Et je l'attends aussi sur, pourquoi pas, une invention de trade exceptionnelle comme l'année dernière avec Luka. Notre ami nous a montré qu'il n'avait aucune limite dans cet exercice. Il est complètement cinglé. Donc, il est capable de trader Anthony Davis et de refaire jouer Jason Kidd meneur parce qu'ils ont un problème sur ce poste-là. Rien n'est impossible avec Nico Harrison. Il n'empêche, et on l'a vu, tu l'as vécu avec les Lakers, où Rob Pelinka bouge beaucoup sur la trade deadline à chaque fois, il fait des coups. Il y a des années, ça marche. On s'en souvient quand il va en finale de conf face à Denver. Il y a d'autres années où c'est plus compliqué. La mayonnaise ne prend pas. Je reste persuadé qu'un peu de stabilité, ça fait pas de mal. Donc pour moi, ça sera de l'ajustement. Mais s'il a encore besoin de faire un grand trade pour faire bouger les choses, ça sera pas bon signe pour les Mavs. Je disais l'année dernière, Jason Kidd, il vient juste de prolonger une extension de plusieurs années. Donc il y a une vraie envie de travailler ensemble entre Dallas et Jason Kidd. Hein, voilà, tout simplement. Vous avez peut-être vu que sur Clutch, ma tech, c'était que Dallas n'allait pas faire les playoffs. C'est une vraie tech, je vous le dis honnêtement. Mais parce qu'on le dit aussi très souvent, c'est l'équipe qui a la plus grande marge entre son plafond et son plancher. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il soit contender, et je peux aussi imaginer qu'il se vautre et qu'il soit, comme l'année dernière, 10e de la conférence Ouest. Mais tu vois, c'est marrant parce que avant d'imaginer le pire, même si on imagine le meilleur, alors que pour Nico Harrison, c'est win now. Entre-temps, il a quand même récupéré, donc c'est avec son trade, il a quand même récupéré un numéro 1 de draft, un joueur qui va être générationnel. Tu les vois gagner cette année ?
Au complet avec le retour de Kyrie? J'ai envie de te dire que si tout se passe bien, ils auront une chance. Ok. Je l'ai aimé, je le dis depuis le début, je mets 2 équipes largement devant en OKC et Denver, et on en parlera de Denver dans quelques instants. Ils sont dans cette espèce de jungle là où je peux mettre 8-9 équipes de la conférence Ouest en fonction de qui va être blessé, qui va sécher dessus, et puis toutes les équipes qui vont avoir un semblant d'alchimie. Si l'année dernière Houston a fini 2e, je vois l'effectif, je me dis qu'ils peuvent aussi finir 2e de la conférence Ouest. Mais ils peuvent aussi se vautrer, parce qu'il y a des doutes sur les blessures, il y a des doutes sur l'effectif, il y a beaucoup de doutes en fait. Et puis l'environnement de Dallas, il est très curieux depuis 3 ans. Dallas, sur les 3 dernières campagnes post-season, c'est pas de play-off, finale NBA, pas de play-off. Presque que j'ai jamais vu en fait. Je suis même pas sûr que c'est déjà arrivé. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc c'est très dur à lire, que ça soit ce qui s'est passé sur les 3 dernières années, les mouvements qu'il y a eu l'année dernière qui sont encore complètement fous. Dès qu'on en parle, on a envie de se dire mais c'est vraiment arrivé. Et puis cette année, on a vu ce roster qui pète sur le papier, mais on demande quand même à voir sur le terrain ce que ça va donner. Il y a Romain qui dit un truc très juste dans les commentaires. Il dit Dallas à l'Ouest, hot tech, ils vont pas faire les playoffs. Alors que si Dallas était à l'Est, hot tech, ils vont aller en finale NBA. Non, mais c'est vrai que tu regardes l'effectif, j'aurais mis chapeau 1 avec Cleveland et New York dans la conférence Est, sans aucun doute. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est une NBA à 2 vitesses. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce qu'on a un auditeur? Tu m'as dit peut-être tout à l'heure, Tom, qu'on avait quelqu'un pour après? Je t'entends pas, Tom. C'est pas grave, on va regarder les cotes sur Winamax, puisque Erwan, on commençait à parler des espoirs de titres, etc. On va regarder où est-ce qu'on les place déjà, nos chers Mavs, parmi les contenders. Regardons ensemble ce qu'il se passe. Regardez, donc Oklahoma, on peut même plus parier, alors c'est participeront au playoff, ça. Donc, pour la qualif au playoff, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e équipe de la conférence Ouest. Ils sont juste devant les Spurs, ce qui me paraît très honnête. De toute manière, entre 7 et 10, c'est le play-in. On regarde, est-ce que tu as rajouté aussi de mémoire? Oui, les champions NBA. Et là, regardez, ils sont quand même vachement loin. Ils sont derrière Oklahoma, Denver, Cleveland, Houston, New York, les LA Lakers, Minnesota, Orlando, les LA Clippers, Golden State. Et donc arrive Dallas, côté à 30 chez les copains de Winamax, Erwan. Ils sont à leur place. Je sais pas s'ils sont à leur place sur la saison qui va se passer, mais il y a tellement d'interrogations et j'ai l'impression que les bookies sont comme nous. C'est qu'ils voient le papier, mais ils ont quand même envie de voir ce qui se passe sur le terrain. Et quand je vois toutes les équipes, en tout cas la plupart des équipes qui sont devant Dallas dans ce petit classement sur Wina, je vois des équipes où il y a un petit peu plus de certitude. Oh, l'année dernière, on a vécu un espèce de... C'était une télé-réalité, c'était les anges chez les Mavs. Ça a été une catastrophe en fait. Les hauts, les bas, et puis en plus, encore une fois, ça se finit bien avec ce premier tour de draft. Donc je pense on a envie d'y croire aux Mavs, mais on a aussi envie de voir d'abord. On sera très curieux du retour de Kyrie, qui peut évidemment changer beaucoup de choses. Accueillons notre premier auditeur de la soirée, c'est Soriba qui nous a appelé via Discord et qui a envie de parler des Mavs. Sinon je vois pas pourquoi il aurait appelé. Salut Soriba. Salut toi. Est-ce que salut tu m'entends, cher ami? En même temps, si je mets pas mon casque, j'ai aucune chance de t'entendre. Salut Soriba, ça va? Salut, ça va et toi, tu m'entends? Bon son, bravo, tu régales. Je t'entends très bien, cher ami. Ouais. Tu nous as entendu parler des Mavs, j'ai envie d'avoir un petit peu ce que tu en penses quant aux espoirs de titre de l'équipe de Dallas. Moi, au sujet on va dire que j'ai rangé la conférence Ouest en 2 parties, avec les vrais contenders, c'est-à-dire OKC, Denver, et je rajouterais Houston. Et après, un peu la mid-card avec les Clippers, les Wolves, les Lakers. Après, j'ai rajouté Memphis et les Warriors, ces équipes du milieu. C'est comme Erwan il disait, franchement, au sujet Dallas, il y a beaucoup de points d'interrogation. Il y a un bel effectif, quand on regarde sur le papier, il y a vraiment un bel effectif, avec un plafond haut où on peut espérer peut-être une demi-finale, finale de conférence, et un plafond bas, où ça se gâte, quoi. Au niveau des forces, on voit que sur le papier, il y a un vrai front de courte, avec l'arrivée de Cooper Flag, qui, franchement, je trouve c'est un très bon joueur, qui a de grosses qualités défensives. L'arrivée d'AJ, t'as Derek Lively et Gafford qui étaient très performants. PJ Washington, t'as un vrai front de courte sur lequel ils peuvent s'appuyer. Donc il y aura de la défense intérieure. Est-ce que tout le monde je te coupe parce que ça m'intéresse ton avis là-dessus. Est-ce que tout le monde va pouvoir jouer justement sur ce front de courte poste 3, 4, 5? On rappelle le monde qu'il y a avec des joueurs. KD, s'il est en forme, il va jouer des 28, 30 voire plus. KD, tu veux dire? AD, pardon, oui. Au moins, ouais. Donc au moins sur un poste 4, donc ça veut dire que derrière
C'est-à-dire que PJ Washington, derrière, va se décaler sur un poste 3, qui peut faire, mais où il fait moins de choses que quand il est 4. Et puis derrière, donc Gafford, Lively, parce que si tu es un peu dans le dur, bah, tu vas naturellement peut-être décaler AD sur un poste de pivot. Ça veut dire que Gafford et Lively vont plus que recevoir des miettes. Est-ce que tu vois à manger pour tout le monde? Bah, pour moi, il va falloir se débarrasser, je pense, hein. Après, c'est une équipe très injury prone aussi, je le répète encore une fois. Il va falloir se débarrasser peut-être un des deux pivots, parce que bah, après, tous ceux qui suivent la NBA, on préfère voir vraiment AD, même s'il n'aime pas jouer à ce poste, au poste de pivot. Je trouve que c'est là où il est le plus intéressant. Si je pars du principe que Dallas, ils vont commencer avec Flag en 3, AD en 4, Lively en 5, comme tu as dit, il va falloir donner du temps de jeu à tout le monde. Moi, j'ai suivi un peu la pré-saison. Même s'il a les qualités pour, je suis pas trop fan de voir Cooper Flag au poste 1. Je préfère qu'il soit vraiment à son poste. On sait que c'est plus un 4. Voir PJ Washington aussi au poste 2. Je trouve qu'au niveau du spacing, c'est pas poste 3, PJ Washington, poste 3 plus. Mais donc en fait, il y a beaucoup de il y a beaucoup de joueurs, il y a de la qualité dans cette équipe-là. Mais en fait, avec ce jeu de chaise musicale ou quelque part sur la gestion du front de courte, Jason Kidd s'est donné un petit peu d'air en décalant Cooper Flag en poste de meneur avec tout le talent qu'il a. Et Thomas le dit, il est passeur, on le voit, il peut décréer pour les autres, super. Mais en fait, il y a pas mal de joueurs majeurs qui se retrouvent à ne pas jouer à leur poste préférentiel, en tout cas le poste où ils sont le meilleur. Ouais. Et ça, c'est pas. Je trouve ça, c'est jamais bon signe. Ouais. J'ai vu un gars dans les commentaires qui disait que lui, ça lui plairait bien d'aller chercher un gars comme Austin Reeves et de lâcher PJ Washington ou Gafford par exemple. C'est pas bête. C'est pas la création du shoot, t'en as là, hein, du coup. Hein. C'est pas bête. Alors, tant que Kyrie est pas là, ils ont pas du tout ce profil. Alors, tu vas perdre un petit peu en dureté défensive, mais il y a quand même d'autres mecs qui envoient du bois. T'as quand même des mecs en second rideau. Je trouve ça intéressant. C'est exactement ce type de joueur. Tu parlais de shooting tout à l'heure. Tu parlais de shoot tout à l'heure. C'est un petit peu ce qui manque aussi de création autour de Kyrie Irving qui va revenir, de Cooper Flag qui va pas non plus pouvoir tout faire sur son année rookie, même s'il a beaucoup de talent. Donc ouais, je pense que c'est une bonne idée. Mais en tout cas, ce genre de commentaires me pousse à dire que cette équipe, elle va bouger encore pendant la saison parce qu'on ne pourra pas contenter tout le monde. C'est clairement, ce sera un acteur important de la trade deadline. Enfin, sans aucun doute. Parce qu'on devrait les retrouver comme chaque année. Comme l'année dernière, en tout cas. L'année dernière, c'était le 2 février. C'était avant la trade deadline. Souvenez-vous, où étiez-vous le dimanche matin, là, de l'angoisse. Quand même un trade qui a été fait en pleine nuit. Et Shams en parle d'ailleurs dans le doc Netflix. Il a dit, j'ai recoupé au moins 5 sources pour être sûr que c'était pas un scam. Et quand j'écrivais le tweet, j'avais les mains qui tremblaient. Tellement c'était un truc de malade. Et il a dit au moment où il a appuyé, là, il a vu évidemment un déferlement, une vague médiatique particulièrement exceptionnelle. Bon, alors du coup, dis-moi, toi, tu penses qu'ils vont être champions? Enfin, champions. Admettons que ça se passe bien. Ou est-ce qu'ils s'arrêtent en play-off? Voilà, c'est une meilleure question. Franchement, moi, je vois un plafond quand même très haut. Si tout se passe bien... il y a un monde, ils peuvent être champion NBA. Hein. Il y a un monde. Oui, vraiment, s'il y a un monde où, pour moi, si tout se passe bien, ils peuvent espérer retourner en finale NBA. Hein. Et pourquoi pas être champion? Après, c'est comme on l'a répété, il y a beaucoup d'incertitudes. Même au niveau du bas court, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que même si on part du principe que Kyrie Irving il revient et qu'il y a tout le monde, je trouve que même au niveau du bas court, déjà au niveau de la défense extérieure, c'est très léger, c'est un peu voire faible. Au niveau de la créativité, Kyrie c'est plus, je trouve, un combo garde, mais il a besoin aussi de marquer ses paniers. Je trouve qu'il est plus performant quand... Après, peut-être que Flag va prendre ce rôle quand il y a un 2-3 type LeBron ou quand il est tout honnête avec James Harden, quelqu'un qui crée pour lui aussi. Passionnant. Non, c'est passionnant honnêtement. Leur premier match, mercredi soir, contre les Spurs. Paf. Aïe. Voilà, on se régale direct avec un derby texan pour commencer. Ah ouais, direct. Un énorme match pour débuter. De toute façon, dans la conférence Ouest, vous avez que des gros matchs pour débuter la saison, en attendant de voir qui est en galère et qui ne l'est pas. Donc, bon courage à eux. Je vous donne vite fait leur groupe d'NBA Cup, parce que c'est tout à fait le genre d'équipe qu'on pourrait retrouver loin en NBA Cup. Ils vont devoir affronter les Grizzlies, les Clippers, les Pelicans et les Lakers. Évidemment, on a envie de voir un maximum de matchs entre les Lakers et les Mavs. Maintenant, ils sont donc liés à vie. Merci de nous avoir appelés. De rien. Et je voulais juste ajouter pour Erwan, bon, moi je suis beaucoup Dallas aussi, mais je suis un gros fan des New York Knicks. Et
franchement, cette année-là, on espère vraiment de grandes choses. Voilà, donne-moi de la force un peu, j'en ai besoin. Est-ce que vous êtes nombreux là Attends, l'OM qui est premier en Ligue 1, les Knicks qui me font rêver d'une finale, Profite Héros le 20 octobre. Hein. Ah ouais, je sais, c'est pour ça. Je suis un grand fan aussi de l'Olympique de Marseille. Ouais, bah, mais t'es un poteau. Tu fais quoi demain midi? On mange ensemble, frérot. Est-ce que vous êtes nombreux là tout se passe bien. Vous êtes nombreux dans le chat à avoir 2 équipes, une de l'Est, une de l'Ouest? Parce que souvent, quand on se pose la question, il y a toujours des préférences. Oui, est-ce que vous êtes pour 2 équipes? Il y a des petits kiffs, oui. Toujours, du kiff de joueurs. Donc dites-nous vite fait dans le chat, ça m'intéresse d'avoir vos retours là-dessus. Merci à toi de nous avoir appelés. Merci à vous, bonne soirée. Mais merci, t'as été excellent. Bravo à toi. Pas merci à toi par contre. Hein. Tu te fiches de moi là? Ouais, mais moi, merci à toi. Je vois que c'est les frères Lebrun, quoi. Non, gros, là, c'est juste un mec qui a la suprématie. Hein. Alors, on s'arrête là-dessus sur les maps, les amis. 4-0 sweep. Vous nous dites tout de suite dans les commentaires, si vous regardez en replay, bah où est-ce que va s'arrêter cette équipe, et puis est-ce que Cooper Flag est votre favori? C'était assez largement, j'ai vu 74% oui pour Cooper Flag, rookie de l'année, on l'espère. De toute façon, on a envie de voir les bêtes de joueurs arriver et performer direct. Voilà, on adore ça. Pas de débat autour de ça. Moi, je serais très déçu qu'il ne le soit pas, parce que quand t'es numéro 1 d'une cuvée de draft comme ça, assez facilement et logiquement, ben, t'as envie que le mec soit rookie de l'année. Mais j'ai l'impression que les gens, ça leur fait pas peur, le fait que cette équipe-là, qui va devoir avoir des résultats collectifs, il va falloir filer des ballons à tout le monde. Est-ce qu'il aura toutes les responsabilités requises, notamment sur des fins de match, quand Kyrie sera là, quand Eddie sera sur le terrain? Ça va être très intéressant à suivre. Eh ben écoute, on suivra ça à fond pendant que vous êtes en train de nous écrire vos 2 équipes. Là, je vois Mickey qui dit Warriors Heat. Je vois souvent de San Antonio et Miami aussi, là, nous dit Mathieu dans les commentaires. Lakers et Wemby. Ça marche, hein. Bravo, Pironir. Ça, c'est un nom de mec de fantasy, ça régale, et pas fantasy, NBA fantasy, hein. De fantasy genre Seigneur des Anneaux. L'autre fantasy, voilà, de nains géants. Ça n'existe pas les nains géants, je me rends compte. Quoique si, tu sais où ça existe? Tu sais où est-ce qu'il y a un nain géant? Thor. Quand il va refaire sa hache, Ah oui, c'est un nain géant. Quelle scène incroyable. Magnifique, avec le soleil. On a des refs de jeunes garçons. Allez, on s'arrête là-dessus sur les Mavs. On se retrouve dès demain pour la suite des événements, bien sûr. On parlera du Orlando Magic.